Bonne soirée, merci de m'avoir invité. Le thème vivre enfermé, la première chose que l'on peut dire, je crois, c'est que il importe d'avoir une représentation aussi précise et aussi concrète que possible de ce que c'est que vivre en prison. Et voilà, c'est ce que j'aimerais me risquer à faire ce soir, tenter une description du vivre enfermé, afin de voir si, par hasard, dans cette manière de vivre, il n'y aurait pas des pistes pour sortir d'un système qui, de l'avis unanime, ne donne pas vraiment satisfaction. Il y a de multiples façons de vivre enfermé, depuis celle des moines dont la cellule a servi largement de modèle pour concevoir les établissements pénitentiaires, jusqu'à celle des malades hospitalisés, en passant par exemple, celle des sous-mariniers. Ces manières de vivre enfermées ont des points communs, elles ont des points de divergence. Et naturellement, ce soir, je me concentrerai exclusivement, mais sans oublier les consonances avec d'autres modes de vie, je me concentrerai bien sûr sur la seule prison. Alors pour commencer par le commencement, eh bien, il faut déjà savoir ce qu'est une prison. Parmi tous les lieux privatifs de liberté, sans faire de distinction, au moins pour le moment, entre les maisons d'arrêt, les centres de détention, les centrales, etc. Simplement s'interroger sur le milieu fermé. Et la première chose qu'on peut remarquer, c'est qu'une prison classique, ce sont des murs d'enceinte de 6,50 m de haut, je crois, tout un système de sécurité, des concertinas, des portes, des sas, des couloirs, des kilomètres de canalisation, des kilomètres de fils électriques, de la peinture, et j'en oublie évidemment. Je dis ça pour rappeler l'énormité et la complexité des infrastructures. Et je dis cela également en me souvenant de la leçon que donne Bruno Latour lorsqu'il dit, à propos d'un tout autre sujet, celui de la recherche scientifique, qui dit en substance que si l'on oublie dans la représentation que l'on se fait de la science, si on oublie les électriciens qui ont posé les fils et les lampes pour éclairer les laboratoires, on ne parle pas de la science. Il faut prendre l'intégralité de la réalité. Alors il y a déjà ce premier point. Il s'agit d'un objet architectural lourd, pesant. On aurait envie évidemment de dire énorme au sens étymologique du terme, hors norme, ce qui immédiatement suscite la question, mais où donc cet objet se trouve-t-il? C'est une question décisive en fait, et pour plusieurs raisons, et il n'est pas étonnant que ce soit si souvent des géographes qui ont ces dernières années remporté le prix Gabriel Tarde, qui récompense les travaux de jeunes chercheurs. Alors cette question, où est la prison? Bien sûr, la réponse est multiforme. Il y a des prisons au cœur des villes, en général tout près du palais de justice. Il y en a d'autres en banlieue, et il y en a perdues dans la campagne. C'est une chose connue, les prisons ont d'abord été construites au centre des villes et se sont constamment éloignées vers les périphéries. Après tout, les universités ont fait exactement la même chose. La raison, dans l'un et l'autre cas, la raison est bien sûr économique, puisqu'il faut agrandir les établissements en fonction de la population qu'ils hébergent et en fonction du prix du mètre carré.
Mais ce qui, dans le cas des prisons, retient l'attention, c'est la signification politique de ce geste d'éloignement. Il est clair que l'emplacement est déterminé non seulement par des raisons économiques, mais aussi pour des raisons de facilité. Construire des prisons comme on l'a fait au XIXe siècle à côté du palais de justice, ça facilite grandement les incarcérations et les extractions. Les construire loin offre l'avantage de pouvoir y intervenir rapidement et, si l'on ose dire, proprement, en cas de mutinerie, à condition qu'elle soit proche des autoroutes. Et les politiques ont toujours été très attentifs aux voies d'accès et particulièrement aux autoroutes. Anecdote, le régiment où j'ai fait mes classes, le 501e régiment de chars de combat, était basé à Rambouillet, tout près de l'autoroute. Son commandant changeait tous les 2 ans et non pas tous les 3 ans, afin qu'il n'ait pas le temps de participer à un coup d'État. Mais le point important, le voici, cet objet énorme et lourd qu'est la prison est aussi un objet qui toujours s'éloigne dans l'espace, non seulement dans l'espace géographique, mais surtout dans l'espace symbolique, comme si son propre poids le faisait disparaître, le rendrait invisible. C'est flagrant, bien sûr, avec l'éloignement géographique que j'évoquais, mais toutes les études des sociologues le montrent. Même quand la prison est au cœur de la ville, les riverains ne les voient plus. Le rail du paysage. Alors, où se situe la prison ? Eh bien, elle se situe dans un espace autre, un espace d'une certaine façon invisible, un espace qui n'entre pas en ligne de compte, un espace donc où il peut se passer n'importe quoi, sans que cela importe vraiment, à condition, bien sûr, que cela ne sorte pas des murs. À preuve, le sentiment étrange qui envahit lorsqu'on aperçoit la tête d'un détenu à la fenêtre d'une prison. Ou que, prenant le train, on croise quelqu'un de menotté entre 2 gendarmes. La scène est étonnante, on a l'impression de quelque chose comme une obscénité. On a l'impression d'avoir vu ce que l'on n'aurait pas dû voir. On a vu un fragment de cet espace hors espace, peut-être souterrain, comme si la prison, sous son énorme poids, s'enfonçait sous terre. Vivre enfermé dans une prison, ce n'est donc pas seulement être enfermé contre son gré, dans un espace dont il est matériellement impossible de s'en aller, c'est aussi l'être dans un espace qui n'a pas d'extériorité, un espace invisible de l'extérieur. Alors je sais bien que ce n'est pas tout à fait vrai, je sais bien que les murs de la prison, et pour de multiples raisons, sont poreux, et de plus en plus poreux, mais quant à l'essentiel, cela demeure vrai. À preuve, un prisonnier qui, libéré de Fleury-Mérogis, où il était arrivé de nuit et où il était resté assez longtemps, disait qu'il avait découvert que les peupliers dont il voyait les cimes ne flottaient pas en l'air, mais avaient un tronc et des racines. Alors bien sûr, il savait que les peupliers avaient des troncs.
Mais en les découvrant pour de bon, il découvrait du même coup que les mécanismes habituels de la perception n'avaient pas fonctionné. Car ce double enfermement, cet enfermement qui est en même temps une disparition, retentit fortement sur ce qui est vécu à l'intérieur de la prison et vient le qualifier. Il faut en effet non seulement dire, pour achever la description de cet objet prison, qu'il est un énorme objet invisible. Non seulement il faut dire qu'il y a des gens qui vivent à l'intérieur, les uns parce qu'ils y ont été placés par décision de justice, les autres parce qu'ils assurent la garde ou des soins ou des services, mais aussi il faut remarquer que le degré d'insertion des personnes qui entrent en détention est extrêmement variable. C'est hallucinant quand on entre en prison de voir avec quelle facilité on en sort, nous. Il y a une expression qui dit de quelqu'un de très familier d'un lieu qu'il fait partie des meubles. Ici, on peut dire qu'il fait partie des murs, et cela est surtout vrai des surveillants et bien sûr des personnes détenues. Donc, vivre enfermé dans une prison, c'est faire partie des murs. Ça veut dire quoi? D'abord, éprouver le besoin de marquer les murs eux-mêmes, de graffiti, de calcul du nombre de jours écoulés. Quand vous voyez des bâtonnets 4 par 4 avec un bâtonnet en diagonale pour faire 5, sur un mur, vous pouvez être sûr que c'était un lieu de détention, à un titre ou à un autre. Comme si par là, les murs allaient devenir une sorte de peau, une sorte de vis-à-vis intime. C'est un mouvement très comparable à celui qui pousse tout prisonnier à se faire tatouer sur sa propre peau. Mais là, je pense que le mouvement est inverse du graffiti. C'est l'affirmation que nous ne sommes pas solubles dans la prison. C'est très net. J'avais un boucher dont les avant-bras étaient couverts de tatouages. Un jour, je le regardais, il a compris le sens de mon regard, il m'a dit « Eh oui, j'ai fait des conneries ». Et ça ne voulait pas dire qu'il regrettait de fait des tatouages. Ça voulait dire « Oui, oui, vous avez bien interprété, j'ai fait de la prison ». Mouvement également inverse de celui qu'on a très bien vu d'ailleurs dans le documentaire, qui est celui de la tentative de reconstituer un chez-soi avec des photos, des décorations, comme pour éloigner les murs. Et c'est très impressionnant parce que, même désertés depuis longtemps, ces espaces demeurent porteurs de la présence de ceux qui y ont séjourné. Et le fait de la succession des personnes incarcérées fait partie intégrante de ce statut très spécial. Ce n'est pas un chez-soi, c'est une sorte de chez-nous sans appropriation autre que celle d'une histoire, d'une succession d'histoires qui se trouve bloquée là. Il y a un très beau témoignage là-dessus. C'est un livre que la plasticienne Marion Lachaise
vient de publier sur la centrale de Clairvaux. Les cellules vides, avec les graffitis sur les murs, d'une certaine façon, les personnes détenues sont encore là. Ou encore, l'une des photographies accrochées actuellement sur les grilles du Luxembourg à Paris, qui représente les cages du bagne de Cayenne. Ces cages sont vides, elles sont remplies, elles sont pleines d'une présence paradoxale. Évidemment, ces caractéristiques se trouvent à la fois accentuées et rendues encore plus instables lorsque les cellules sont occupées par plusieurs personnes jusqu'au surpeuplement bien connu. Ainsi donc, faire partie des murs, c'est être inscrit dans un espace fragmenté, cloisonné, répétitif, très pauvrement différencié, tous ressemblent, auquel du même geste, l'on s'identifie et on se refuse. C'est un monde clivé qui, par plus d'un trait, ressemble à celui du schizophrène, avec un fort sentiment d'irréalité, une mise en doute de la légitimité des choses, le sentiment de leur formidable arbitraire. Pourquoi la porte de l'infirmerie est-elle à droite plutôt qu'à gauche? Pourquoi est-elle de cette couleur plutôt que d'une autre? Pourquoi accède-t-on à la bibliothèque par tel couloir et tel escalier? Quand vous êtes incarcéré, vous avez l'impression d'un fort sentiment d'irréalité, et en même temps, vous vous dites, il y en a qui ont les clés, si j'ose dire, puisqu'ils s'y repèrent. Mais en tous les cas, pas vous. C'est un monde qui est à la fois le vôtre, évidemment, mais un monde qui vous échappe. Et vous voyez des gens faire continuellement référence à la réalité, alors que, assurément, vous, la réalité vous échappe. Vous savez que vous êtes en prison, vous en avez la certitude, parce que tout vient le confirmer et l'attester sans aucune contestation possible, avec cette particularité des sons. Enfin, je trouve, la première chose qui frappe quand on entre pour la première fois dans une prison, évidemment, c'est les sons. Mais les odeurs, la vue, la faible distance qui est donnée, et tous les sens convergent vers cette certitude, une certitude que l'on pourrait qualifier d'hyper-réelle, mais qui en même temps est sans profondeur capable de donner vraiment l'impression que cela existe. Elle est donc à la fois hyper-réelle et inexistante. D'où le sentiment d'y mener une vie pas pour de bon, d'une vie mise entre parenthèses, avec une question lancinante. Cela est-il réversible? Serais-je capable de vivre une fois sorti? Cette situation, elle n'est pas sans conséquence sur le corps, avec le développement de pathologies spécifiques. À ma connaissance, le meilleur ouvrage sur ce sujet est celui d'Anne Lécu, La prison, un lieu de soins, aux éditions des Belles Lettres. C'est génial, cette description des pathologies engendrées par la prison.